Nous laissons la grande route pour prendre le chemin de Petersham, sur lequel est située la forêt de Harvard et le musée Fisher de la faculté de foresterie de Harvard. On nous donne des chambres à la bâtisse de l'administration, bel édifice en briques solides qui abrite les bureaux, les archives, les laboratoires des gradués, la cuisine, la salle à manger des chercheurs et le musée Fisher. Nous allons souper au village de Petersham, dans un petit hôtel de style grec, voisin d'un magasin général également bâti de pins et flanqué d'immenses colonnes qui donnent un cachet bien spécial aux édifices de ce bourg. L'église protestante de Petersham est une des plus anciennes et des plus belles de la région. Elle est d'une propreté remarquable. Nous allons ensuite chez le directeur de la forêt. Il nous garde à veiller et nous lui faisons part de nos projets de forêt expérimentale. Le docteur Lafont, qui le connaît très bien, nous facilite grandement les approches. Le lendemain, nous étudions le système d'administration de cette forêt. Après avoir visité leurs archives, qui serviront vraisemblablement de modèle à celles de la forêt Montmorency, nous faisons la tournée du musée Fisher, où ces modèles extraordinaires à échelle réduite racontent l'évolution des forêts de la région. Ce premier modèle représente la forêt naturelle vers 1700, avant la colonisation de la Nouvelle-Angleterre. Toutes les essences et les classes d'âge y sont représentées. Vers 1733, les terres sont défrichées. Les colons s'y installent et vivent des produits de leur petite ferme. L'humus forestier est riche, tout pousse. Les fermes s'agrandissent. C'est l'âge d'or de la colonisation et de la vie en famille sur la ferme. En 1830, soit 100 ans plus tard, seuls quelques boisés de ferme ont été gardés. Tout le territoire est en culture. Les maisons sont refaites, les granges sont remplies. C'est le sommet de la prospérité dans la région. Les gens vivent heureux pendant que le sol s'épuise. 20 ans plus tard, vers 1850, on met en culture les vastes plaines de l'Ouest où les denrées se cultivent à plus bas prix. Et c'est l'abandon des fermes de l'Est pour les prairies naturelles et les mines d'or de la Californie. Les chemins de fer traversent le continent et aident considérablement cet exode. Le pain envahit alors les fermes. En 1910, on peut faire une première récolte de pain sur les anciennes fermes abandonnées. Le bois y est noueux, mais se vend très bien, et l'on voit apparaître une multitude de scieries, dont plusieurs manufacturent de beaux produits de pain. 5 ans après la coupe du pain, les terrains portaient une régénération naturelle de feuillus et la forêt reprenait encore une fois le dessus. Cependant, lorsque le pain est coupé au cours d'une bonne année de semences, les peuplements feuillus en comportent un bon pourcentage. En 1930, 230 ans après la colonisation, on peut faire une seconde récolte forestière. L'essence de valeur est cette fois le chêne. Comme il y a beaucoup d'essences de peu de valeur qui s'y mêlent, il faut nécessairement y pratiquer des traitements sylvicoles. Et c'est cette forêt de feuillus qu'on retrouve tout autour du Quabbin Lake lorsqu'on se dirige vers New Haven pour visiter l'école forestière de Yale. Cette région du lac Quabbin était autrefois habitée, mais à l'occasion d'un réaménagement territorial, on a déménagé les villages ailleurs. Il s'agissait de créer, dans les vallées fraîches de ces hauts plateaux, un immense réservoir artificiel pour capter toutes les eaux de la région, les purifier par un traitement naturel en forêt et alimenter le système d'aqueduc de la ville de Boston, situé à quelques 90 000 plus à l'est. Des ruisseaux, originant de sources naturelles en forêt, alimentent ce lac.
De grands barrages y retiennent l'eau et d'un poste d'observation situé sur un sommet environnant, des spécialistes surveillent les activités humaines autour du lac et régularisent l'écoulement des eaux selon les besoins des citadins de Boston. Il s'agit d'une forme d'aménagement des eaux prévue à la forêt Montmorency. On voit ici un des édifices de l'université de Yale à New Haven. Nous n'y sommes pas demeurés bien longtemps car leur forme d'aménagement et leur système de forêts expérimentales ne nous conviennent guère. On s'y occupe principalement de l'aménagement des forêts de pins du Sud. Au retour, nous allons nous reposer un soir au bord de la mer sur les plages paisibles de Pine Point. Et nous nous couchons à Rosebriar, maison de pension privée, admirablement bien tenue par un ancien citoyen de Lévis. Le lendemain, nous laissons Pine Point à regret par un soleil radieux qui a fait place au passage d'un front froid accompagné d'un orage électrique d'autant plus spectaculaire qu'il illuminait une mer en fureur. Et nous remontons à Québec par la vallée de la rivière Kennebec. Nous avions avec nous tous les documents désirés pour organiser la forêt Montmorency sur le même pied que les plus grandes forêts expérimentales de l'Amérique du Nord. En septembre 1962, les travaux d'inventaire sont très avancés et les photogrammétristes s'organisent pour préparer une carte fondamentale de grande précision. Ils ont relevé les points géodésiques fédéraux, mais il leur manque encore quelques mesures. Elles seront prises au telluromètre par l'équipe Fréchette, Ladouceur, Langevin et Gosselin. Le travail se fait par la plus fine bruine que le ciel peut nous offrir. M. Gilles Desjardins, étudiant gradué, prépare de son côté 3 triangulations radiales. La première, avec gabarit métallique, est considérée trop inexacte et ne servira que de point de comparaison. La deuxième, avec gabarit de carton, est plus précise, mais elle comporte des erreurs inadmissibles pour une carte de forêt expérimentale. La troisième est faite à l'aide de stéréogabarits provenant d'une étude au Kelch. Elle nous fournit une carte primaire satisfaisante. Le professeur Ladouceur fait ensuite une seconde interprétation des photos, à 10 chaînes au pouce 7 fois. Interprétation qui est restituée sur la carte primaire à l'aide d'un stéréo-restituteur Wild B8 à partir d'impressions sur verre. M. Ladouceur prépare également le programme des commandes à donner à l'ordinateur électronique du Fonds de recherche forestière à l'Université Laval pour que toutes les compilations soient faites selon des procédés modernes et précis. Dans la salle de l'ordinateur,